retour sur le plateau de C'est la santé, donc seconde partie de l'émission consacrée au syndrome d'Asperger. Alors on parlait à l'instant des moqueries dont sont souvent victimes les jeunes. Qu'est-ce qui est le plus difficile justement pour une personne qui a le syndrome d'Asperger au quotidien? C'est cette vie sociale justement qu'il faut décrypter. Je pense que c'est vraiment les interactions, donc pour arriver à se faire des amis, à comprendre un peu ce que les autres attendent de nous, se faire une petite amie aussi, c'est ce dont ils souffrent le plus, je pense, les relations, effectivement. Oui, pour toi, Maxime, par exemple, les petites amies, c'est pas facile. Absolument pas. C'est tellement difficile que pour moi que, je sais pas, quand je vois tous les mecs qui sortent avec, je sais pas combien de filles, etc., je me dis... je vois pas comment ils font, quoi. Ce sera pour plus tard. Voilà. Mais ouais, ce qui est pas évident, c'est justement, en fait, aller vers les autres, déjà, c'est pas évident ou ça peut s'apprendre. En fait, il y a un moment, je pense, au départ, peut-être qu'ils ont peur, et comme ils sont très volontaires, qu'ils font beaucoup d'efforts, ils essayent, donc c'est ce qu'a décrit Maxime. Maintenant, ils font plus d'efforts aussi à une certaine période de leur vie. Ils sont pas toujours bien reçus en face, donc des fois, le problème, c'est que voilà, quoi, les échecs font qu'ils auront plus de mal à y retourner, on va dire. Mais oui, ça s'apprend. Enfin, nous, on travaille dessus pour qu'ils y aillent, on va dire, plus sereinement, en fait. Donc, en fait, donc, la société est pétrie de codes un petit peu. C'est ce que vous disiez au début de l'émission. Donc, des gestes, etc., qu'on a, en fait, dont on se rend d'ailleurs même plus compte. Et c'est ce qui fait que, justement, pour eux, c'est un peu difficile parfois de se dire en fait, il ne faut pas que je m'adresse de telle manière à cette personne. C'est des choses comme ça qui posent problème. Oui, surtout qu'on a quand même, globalement, ces codes sociaux, ils sont un peu particuliers, puisque c'est un paradoxe des thérapies qu'on leur propose. C'est-à-dire qu'il faut leur apprendre à dire des choses qu'on ne pense pas, ça fait partie de nos codes, et à ne pas dire des choses qu'on pense. Alors que quelqu'un qui a son Asperger, il dit les choses telles quelles. Et donc ça pose des problèmes, en particulier pour justement les relations intimes. Mais je voudrais souligner que c'est quand même pas simple pour tout le monde, cette affaire-là. Mais peut-être plus difficile pour le syndrome d'Asperger. Donc je disais tout à l'heure on parlait plutôt de différence, même au niveau du fonctionnement cérébral. Mais ce qu'on peut dire en termes de déficit, c'est qu'ils ont un vrai déficit en hypocrisie, en flatterie et en mensonge. Quelqu'un qui a son Asperger ne ment jamais. C'est des personnes très honnêtes. Alors du coup, dans les classes, parfois, ils sont instrumentalisés. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui fait une bêtise, le seul qui va dire la vérité et qui ne va pas subir la loi du silence, c'est le syndrome d'Asperger. Et donc du coup, il est vécu même parfois comme pervers par les camarades, alors que je ne connais personne d'aussi honnête qu'un adolescent avec un syndrome d'Asperger. Oui, mentir, Maxime, tu as dû un peu apprendre à le faire ou tu n'arrives pas? Si, j'y arrive. Si, oui. C'est le travail de Marine. Après c'est vrai que souvent, je suis assez direct. Je veux dire, les gens d'un coup, je sais pas, ils s'attendent pas que je sorte quelque chose d'aussi vrai, du genre, je sais pas, ils pourraient me demander t'es belle, t'es moche. Je réponds la réalité de ce que je vois, quoi. Donc je dis, si elle est moche, je lui dis qu'elle est moche, si elle est belle, je lui dis qu'elle est belle. Hein. C'est bêtement que ça paraît. Ça, Isabelle aussi, j'imagine, à la maison, il y a des petits, comme ça, des astuces que vous lui apprenez, en fait. Depuis aussi. tout petit, oui. On lui apprend effectivement à mentir. C'est très, très surprenant. La part de parents, c'est plutôt le contraire qu'on essaye de... Mais là, c'est le contraire, en fait, parce qu'il n'y a pas le choix. On est obligé... On ne peut pas dire tout le temps la vérité. Donc, on est obligé d'être un peu diplomate. Et la diplomatie, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, à tout âge. Et donc ça, la diplomatie, ça fait partie un petit peu des cours que vous donnez. On va voir un reportage là dans quelques minutes. Quel est un peu l'objectif? C'est de un petit peu donner des codes comme ça qui permettent de mieux réagir face à des situations compliquées. En fait, c'est de décrypter ces codes que nous, on a depuis qu'on est tout petit, qu'on a appris de façon très inconsciente, implicite, et de les rendre plus explicites pour eux, et de travailler dessus, de s'entraîner. Alors plus que de mentir, c'est peut-être mettre les formes, on va dire, d'être effectivement plus diplomate. Une de mes questions, c'était est-ce qu'on peut mener une vie normale en ayant le syndrome d'Asperger? Donc oui, on peut aller, enfin en tout cas aller à l'école et sur une scolarité classique,
Ah non, mais complètement, oui. Non, mais je veux dire, avant, c'est vrai que je me disais que j'allais être souvent seul, etc. J'avais à peine d'amis. Maintenant, je veux dire, je sors un peu plus souvent. Bon, c'est sûr que je sors pas autant que certains sortent, mais je veux dire, je fais quand même des activités beaucoup plus sociales de ce que je faisais avant. Avant, j'ai resté enfermé chez moi et c'était quasiment ce que je faisais tous les jours. Et ça, c'est un peu grâce aux cours justement que tu as pu suivre avec les psychologues, avec Marine. Ça t'a aidé? Oui, en partie, c'est vrai, oui, que ça m'a bien aidé aussi parce que bon, bah, ça m'a appris 2-3 trucs. 2-3 trucs, oui, bon, ok. Mais ça... Par exemple, est-ce que tu as des exemples de situations où tu t'es dit, tiens, là, vraiment, je me resserre de quelque chose qu'on a travaillé ou... Pas véritablement, je pourrais pas dire ça, c'est plus généralement, je veux dire, globalement on parle tellement de choses que, je veux dire, on va pas tous les retenir d'un coup, je veux dire, on tient pas tout, parce que justement, comme c'est plus difficile à apprendre, on les retient peut-être un petit peu inconsciemment, mais on a quand même plus de difficultés, après on essaie de les mettre en place petit à petit, et au final, je sais pas, on y arrive. Alors justement, je vous propose un reportage. Donc, ils ont entre 11 et 25 ans et viennent tous les 15 jours à l'hôpital Salvatore pour participer à des groupes d'habileté sociale. Le but, donc, transmettre aux jeunes des astuces pour mieux vivre au quotidien. Regardez. Je ne suis pas fatiguée, tant mieux. Et je suis juste joyeuse et calme. Je suis fière aussi parce que ma moyenne a augmenté. Maintenant, j'ai 13,75 de moyenne au collège. Je suis fière de moi. C'est bien, bravo. Toutes les séances commencent comme ça. Chacun explique son humeur du jour en s'aidant de petites images. Parce que j'ai eu le code aussi hier aussi. Tu as eu le code hier? Oui. Ah, félicitations. La dernière fois, le groupe avait essayé d'écrire une déclaration d'amour. On avait essayé de réfléchir un petit peu comment on pouvait arriver à, quand quelqu'un nous plaisait, à lui dire. Thème de la séance, l'affirmation de soi. Les psychologues travaillent sur leurs aptitudes à communiquer, à exprimer leurs émotions et à s'adapter à la demande de l'autre. Je voudrais une baguette de pain pas trop cuite, s'il vous plaît. Tour à tour, chacun joue une scénette qui reproduit des situations de tous les jours. En fait, c'est pas un compromis. Alors, On va proposer une solution qui pourrait arranger les deux personnes. Ces groupes durent une année et sont pris d'assaut vu le succès qu'ils rencontrent. Ces séances, je trouve ces séances géniales parce que ça prend sur le syndrome d'Asperger que c'est une maladie. C'est pas une maladie, mais c'est une différence. Et déjà, après, quand on apprend, on fait des progrès quand on sort de là-dedans. Dans la vie de tous les jours, ça me donne un peu de joie de voir les autres et de voir des gens comme moi un peu. J'ai l'impression de ne plus être toute seule. J'oublie mes problèmes. Je me sens bien ici. Là, c'est l'un des seuls endroits où je peux être moi-même. Là où on ne me juge pas et on ne m'insulte pas. Et où on ne me dit pas qu'elle est bizarre, elle. Là, je me sens enfin vivante. Réaliser une demande précise, s'excuser, faire un compliment, toutes les questions sont abordées. demander l'autorisation individualiser la relation. Alors ça, c'est ce que vous avez fait au début en disant « Excusez-moi, monsieur ». C'est-à-dire on interpelle la personne pour bien qu'elle comprenne qu'on s'adresse à nous. Deuxième groupe de l'après-midi. Alexandre se demande comment réagir face à un SMS qu'il a reçu. Chacun participe. T'as envoyé quoi ton ami comme SMS? Si ça allait. Bah tu lui réponds oui et toi, tu lui demandes ce qu'il fait, et puis tu essaies de chercher un sujet de conversation. Par exemple, imagine t'es pas sûr d'avoir tous tes devoirs, tu lui demandes. Des fois, une amitié, il faut aussi un peu l'entretenir. C'est ce qu'on avait vu, que des fois c'est un peu fragile aussi comme l'amour. Quelle est la différence entre la moquerie et la taquinerie? Alors que la taquinerie, quand on la monte du doigt, la personne, on espère qu'elle va rigoler, on espère... C'est pas censé la blesser, on va dire. Donc ça fait rire l'autre. Voilà. En sortant, les jeunes ont souvent pour la première fois un sentiment d'appartenance à un groupe. Ce qu'on a appris lors des groupes d'habilité sociale, on peut s'en servir à l'école, on peut se faire de nouveaux amis, on peut en discuter. Après, chacun entre nous, et du coup, ça nous simplifie un peu la vie. Et tout au long de l'année, ça m'a beaucoup aidé parce que, par exemple, avant, j'avais des problèmes sociaux, tout ça. Et là, ça se passe beaucoup mieux quand même. Ouais. Ça me permet d'avoir d'autres liens d'amitié, ça me permet aussi
l'objectif du groupe, c'est d'améliorer ses rapports avec les autres, un peu, de comprendre leur regard et tout. Donc ça m'a permis justement de changer par rapport à mes amis. Ça m'a permis beaucoup de choses, ce groupe, voilà. À l'intérieur et à l'extérieur à la fois. Après ce travail, ils se disent plus confiants en eux et dans leur relation aux autres. Les parents les décrivent aussi plus affirmés, à l'aise en société. Antoine, lui, ne pourra pas venir à la prochaine séance. Il note consciencieusement les numéros de tous ses camarades. Il y en avait 2 que j'allais peut-être plus jamais revoir. Donc j'ai pris leur numéro, leur adresse mail. Parce que pour moi, c'est important de garder du contact. Parce que souvent, je rencontre des gens pendant les vacances et tout, avec qui je promets de garder contact. Mais en fait, j'y arrive pas en fait. C'est dur et tout, on les oublie petit à petit. Et là, j'ai pas envie justement. Un au revoir très chaleureux et même improvisé cette fois-ci. Une première, selon les thérapeutes. Maxime, qu'est-ce que ça t'inspire de revoir un peu ces moments de groupe? Revoir le mien, oui, ça me dit... bon, même si j'étais pas là ce jour-là, parce que je l'ai... Bon, c'est un peu dommage, mais... je veux dire, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans la vie de tous les jours. Je veux dire, il y a certaines choses que j'arrivais pas. Après, que quand je les ai appris, en gros, je l'ai compris, vu que... Comme l'a dit Monsieur Da Fonseca ou même Marie Picu, c'est pas automatique pour nous, il faut l'apprendre. On sent qu'il y a une vraie osmose là dans ces groupes, donc c'est un travail d'1 an qui est long et vous avez vu des progrès fulgurants, c'est ça, chez les jeunes? Oui, là vous êtes en fin d'année, donc on voit déjà sur 1 an, il y a déjà, enfin rien que eux, entre eux, les échanges, c'est pas du tout les mêmes. Bon là, l'accolade à la fin... c'est juste inespéré, quoi. Voilà. Mais c'était pas répété. Mais il y a effectivement tout ce que nous, on peut leur transmettre. Bon, j'espère qu'ils en retiennent un petit peu, mais je pense qu'il y a surtout effectivement le fait de se retrouver entre eux, d'échanger autour de leur vécu. Et puis, ce qu'ils disent très bien dans les questions que vous leur posez, c'est de ne pas se sentir jugé pour une fois, d'être compris, de pouvoir parler librement, en fait. Oui, Isabelle, vous avez aussi noté vraiment des choses qui étaient plus faciles après. Déjà, le fait de plus se sentir comme le vilain petit canard de la cour de récréation, c'est une libération pour eux. Je pense que déjà, rien que ça, c'est énorme. Ça a changé la vie de Maxime à partir du jour où, en fait, pour lui, le diagnostic, ça a été une libération. Parce qu'enfin, effectivement, il a rencontré la première personne, donc le professeur Da Fonseca, qui le comprenait vraiment, qui lui posait des questions sans que je sois obligée de servir de traducteur, parce qu'avec tous les médecins que j'ai pu rencontrer, Maxime ne comprenait pas les questions et les médecins ne comprenaient pas ce que lui disait. Donc je servais de traductrice, et c'est très surprenant à faire, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'enfin, il a pu rencontrer des jeunes. C'était vraiment son attente la plus grande, c'était de rencontrer, du jour où il a entendu parler du syndrome d'Asperger, c'est de rencontrer des jeunes qui étaient comme lui. Et quand il les a rencontrés, pour lui, c'était une libération. Donc, comme quoi, c'est vraiment très important. Et ces cours, c'est vrai que c'est assez rare quand même, on peut dire, il n'y en a pas partout, et là, il y a beaucoup de demandes aussi. Parce que... Les groupes d'habileté sociale, mais c'est impressionnant comme c'est demandé. Alors, on a beaucoup de difficultés à arrêter les groupes. Parce qu'on ne l'a pas dit, donc là on leur apprend beaucoup de techniques, etc., pour décoder, reconnaître une émotion, le mensonge, la manipulation, etc. Mais en filigrane, ce qui revient tout le temps, c'est quand même le plaisir de se retrouver dans un groupe, parce que ces ados, souvent, comme tu l'as bien dit, sont isolés. Et alors moi, quand je les vois, parce que je les vois régulièrement en consultation, et je leur dis alors, tu as appris des choses intéressantes dans le groupe, etc. Ah oui, j'ai appris ce que c'était la tristesse, etc. Mais je dis, mais en réalité, c'est quoi qui te fait le plus plaisir? C'est de me retrouver avec d'autres camarades. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même important à cet âge-là et que c'est des expériences qui sont rares dans leur vie avec un syndrome d'Asperger. Il y a aussi donc un travail très important que vous réalisez avec les familles, qui peuvent prolonger ce travail que vous faites avec les groupes au quotidien. C'est très important en fait. Donc là on travaille avec eux, on leur demande souvent beaucoup d'ailleurs dans la vie en général on leur demande souvent de faire beaucoup d'efforts, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience et de l'environnement aussi, et donc la famille, l'école effectivement. Donc avec les parents, on essaye de les tenir régulièrement au courant de ce qu'on travaille en séance pour qu'eux ils puissent être un petit peu vigilants à ça à la maison et qu'ils entretiennent un petit peu ça. Et chez les parents, donc aussi de mieux comprendre les difficultés de leur enfant, d'échanger aussi entre parents, je pense que c'est très important.
Avec l'école aussi, il y a un relais qui est fait évidemment avec les professeurs, parce qu'il y a tout une méconnaissance par rapport à ce syndrome. Donc c'est aussi votre rôle d'aller expliquer de quoi il s'agit. Absolument. Malheureusement, les enseignants ne sont pas formés pour comprendre ce type de symptômes. Donc nous réalisons quand même beaucoup de formations auprès des enseignants, des psychologues scolaires, des médecins scolaires, de manière à ce qu'ils comprennent plus facilement ces enfants qui paraissent bizarres, qui sont parfois rejetés parce qu'on ne les comprend pas. Et ça permet de mieux les appréhender, donc de mieux les intégrer. Parce que parfois, on les prend, pour vous dire à quel point on peut ne pas les comprendre, on les prend pour des pervers parce qu'ils ont dénoncé celui qui a fait le croche-patte. Alors que c'est de l'honnêteté pure. Mais parfois, ils sont vécus tels quels, comme des manipulateurs, pervers. Et c'est tout sauf ça. Donc notre rôle, effectivement, en tant que soignant, c'est de les aider à mieux comprendre, de les former. Vous, à l'école, Isabelle, vous avez senti une écoute par rapport avec les professeurs que vous avez rencontrés, ou ça n'avait pas été facile? Non, c'était très, 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 très compliqué, puisque donc petit, il voulait absolument qu'il soit mis dans un institut spécialisé, puisque donc il avait une attitude tellement atypique par rapport aux autres. Il y avait aussi les parents qui pensaient que Maxime allait retarder leur évolution scolaire à leurs propres enfants. Donc, j'ai connu en 2e année de maternelle les parents qui ont fait une pétition pour que Maxime soit exclu de la classe. Donc, vous voyez comme quoi c'était évident. Donc, c'était pas évident pour les enfants, mais c'est vrai que les parents qui ne comprennent pas non plus, c'est vrai que ont un rôle énorme dedans. C'est vrai qu'au fur et à mesure de son avancée, j'ai commencé à avoir une certaine écoute à partir du collège. Bon, Maxime, il faut dire qu'il est dysorthographique, donc c'est vrai que du coup, il avait d'autres difficultés. Il a un déficit de l'attention avec hyperactivité, donc c'était compliqué. C'était compliqué pour les profs, c'était compliqué pour les autres élèves et tout. Mais j'ai pu rencontrer les professeurs individuellement, en leur expliquant, même si je ne savais pas qu'ils avaient le syndrome d'Asperger, je leur ai expliqué ces difficultés. Et là, j'ai pu avoir avec certains professeurs justement une attention, une écoute. Et du coup, là, c'était un petit peu plus facile. Et c'est vrai que j'ai pu rencontrer quelques personnes qui ont été... mais c'est très, très compliqué. C'est vrai qu'il y a il n'y a pas du tout de formation. Tant qu'il n'y a pas de toute façon de mots mis sur leurs difficultés, de toute façon, ça reste très, très... difficile. Parce qu'au niveau des structures, finalement, l'idéal, c'est évidemment que l'enfant suive une scolarité classique, ça c'est primordial, mais il n'y a pas... quand le parent va se poser des questions, il faut qu'il tombe sur la personne qui sait un peu de quoi il s'agit pour avoir des réponses, quoi. C'est ça la difficulté. C'est vrai que c'est très personne dépendant. Je pense qu'il faut recommencer chaque année. C'est ce que décrivent les parents. Ça peut marcher avec un professeur, puis pas dans les autres cours. Donc c'est compliqué de tomber effectivement sur les bonnes personnes. Alors on a vu un petit peu tout à l'heure des passions. Je crois que beaucoup aussi d'enfants à Asperger ont des passions. Est-ce que toi, Maxime, on a parlé un peu des jeux vidéo. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu maîtrises vraiment bien? Maîtriser, oui, on peut dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose qui me passionne depuis ma tendre enfance. Quand je l'ai découvert, pour moi, c'était comme si c'était la première chose que je réussissais véritablement, parce que t'avais pas besoin de parler, t'avais pas besoin d'être quelqu'un qui faisait une interaction sociale avec quelqu'un. C'était qu'un jeu vidéo et je pouvais recommencer un nombre incalculable de fois par rapport à des choses où tu arrives devant quelqu'un, tu lui dis quelque chose, s'il te rejette, c'est quasiment fini, et s'il accepte, c'est ok, mais c'est tout, sinon... Et ces passions, c'est courant. Je crois que chez aussi d'autres camarades. Comment on l'explique justement le fait de se spécialiser à un moment dans un domaine, d'avoir... Alors, ça fait partie du syndrome. Il y a des intérêts, on appelle ça des intérêts restreints. Et comment on l'explique? On l'explique notamment par ce que je vous disais tout à l'heure sur le fonctionnement cérébral un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a un surfonctionnement perceptif qui fait qu'ils ont des capacités. Parce que sujet ordinaire comme moi, je pourrais passer autant de temps que lui sur les jeux vidéo et j'atteindrai jamais son excellence. Donc il y a le fait le traitement de l'information qui est différent, qui surfonctionne, qui leur permet d'avoir des capacités comme ça qui sont quand même incroyables et fascinantes. Et parmi les passions, qu'est-ce qui est le plus marquant? Enfin, il y a de tout en fait. Ça peut être les sciences comme le piano. C'est très souvent quand même des choses liées avec une manière de penser qu'on appelle le systemizing, c'est-à-dire penser en termes de système. Donc c'est souvent lié aux sciences, à des choses avec une pensée. C'est pas l'empathie en fait. C'est pas tout ce qui se joue autour des émotions. C'est plutôt le fonctionnement des objets, des choses de ce type.
Et ça fait partie des choses aussi que quand vous faites le diagnostic, qui servent aussi à l'établir. Oui. Puis c'est vrai que ça contribue vraiment aussi au fait qu'ils aient encore plus de mal à aller vers les autres parce qu'en fait, ils s'intéressent pas du tout aux mêmes choses que les autres enfants. Bon, les jeux vidéo, encore, c'est un exemple. C'est un intérêt assez bien parce que du coup, ils peuvent le partager avec d'autres. Mais c'est vrai que la science et des choses comme ça, c'est plus compliqué. Et aussi, c'est qu'il y a aussi plusieurs degrés de passion. Parce que moi, j'adore les jeux vidéo, etc. Mais certains, c'est tellement qu'ils adorent qu'ils ne vous parlent que de ça. J'ai eu des exemples. J'en ai eu un exemple dans le groupe. Ils parlaient que de l'histoire, jusqu'à vous en soyez dégoûtés, quoi. Donc ça, oui, c'est un des travaux aussi de s'ouvrir à d'autres choses. J'imagine le rôle aussi des parents. Et donc, au niveau de l'insertion professionnelle, donc là, on est vraiment resté sur les jeunes, mais j'imagine que c'est un problème, une autre question vers laquelle on va ensuite. Je crois que vous réalisez un travail aussi pour essayer de sensibiliser des structures, justement, un peu à ce syndrome. C'est un gros projet qu'on a effectivement parce qu'on est assez limité. Donc il y a pas mal de choses maintenant qui sont faites et pour le diagnostic précoce et à l'école il y a des aménagements maintenant qui marchent plutôt bien. Et c'est vrai que dans la vie professionnelle pour l'instant c'est encore très mal connu et il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place. Donc nous on a développé un projet effectivement avec une association de parents. Donc pour accompagner en fait les jeunes dans les entreprises, former effectivement la hiérarchie et les collègues de travail aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer et puis aussi à tous les atouts qu'ils peuvent apporter dans le milieu de l'entreprise. Ils peuvent apporter de réels atouts aussi en termes de concentration, d'intelligence. Tout à fait. Il n'y a pas plus tard que 3 semaines, il y avait un article dans Le Monde sur une boîte d'informatique allemande qui est vraiment déclaré nous voulons recruter des syndromes d'Asperger parce qu'ils ont des compétences particulières qui peuvent vraiment apporter un plus pour l'entreprise. Tout à fait. Maxime, toi, tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard ou pour le moment, tu peut-être travailler dans les jeux vidéo, ce serait quelque chose qui te tenterait, mais... Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas beaucoup confiance en nous et donc travailler dans l'industrie du jeu vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que je ne force pas à réussir parce que je sais très bien que c'est très compliqué et est-ce que j'ai les capacités ou pas, je ne sais pas et franchement, je ne sais pas du tout quoi faire plus tard. Dedans, ça me ferait plus plaisir, mais franchement, je ne sais pas si je pourrais le faire, quoi. Oui, on peut imaginer que ça puisse faire peur, ce monde-là qui est inconnu. Oui, c'est vrai. Quand on n'est pas préparé. Ce qui fait peur, justement, quand on a des objectifs comme ça d'insertion professionnelle, c'est l'entretien d'embauche, où il n'y a que de l'implicite qui se joue. Et donc l'idée du projet dont parlait Marine, c'est justement de pouvoir les accompagner pour passer cette première étape qui ne se joue que sur le social et qui est un vrai handicap pour les gens avec un syndrome d'Asperger, alors qu'ils ont plein de compétences qu'ils n'ont pas pouvoir mettre en évidence lors de cet entretien. Donc l'idée, c'est de les accompagner avec des job coaching, donc des job coachs, que nous formerons dans le service. Donc on suivra tout ça. On arrive vers la fin de l'émission. Alors plus personnellement, Marine, j'avais envie de vous poser cette question. Pourquoi avoir choisi de travailler, en tout cas avec ces personnes? Qu'est-ce qui va vous toucher chez elles? C'est des choses qui ont déjà été dites, mais je pense que c'est effectivement leur honnêteté, le fait, je pense que c'est des personnes très, très pures, on va dire, et ils sont très attachants. Et après, je pense qu'effectivement, ils sont très volontaires, ils fournissent beaucoup d'efforts et je trouve ça très valorisant, en fait, comme c'est dit dans le reportage, de pouvoir les accompagner un petit peu dans ces efforts pour mieux appréhender Puis vous les suivez longtemps, parce qu'après, j'imagine, il y a des liens qui se créent avec certains peut-être plus qu'avec d'autres, mais c'est des personnes que vous allez suivre parfois plusieurs années. Oui, alors peut-être que de pédopsychiatre, je vais passer à gérontopsychiatre, mais effectivement, on les suit longtemps et on a du mal à s'en détacher, effectivement. Et oui, et puis ça fait pas l'objet de cette émission, mais après, on n'a pas parlé du problème pour les adultes, où là, c'est peut-être pas forcément évident aussi parfois d'avoir le diagnostic quand on est adulte et qu'on est passé entre les mailles du filet. Totalement, c'est un no man's land total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure actuellement encore qui est spécialisée dans le syndrome d'Asperger adulte, mais on est en train d'y remédier en tout cas. D'accord. Donc, par quel biais, justement? En formant des gens et en essayant de trouver un psychiatre adulte qui va bien s'intéresser à la question, parce que
C'est vraiment une grande difficulté pour eux. Justement, pour se former aujourd'hui, quand on est un professionnel de santé qui s'occupons un peu de toutes ces personnes, vers qui on peut se tourner? Je crois que le Canada est un des pays, vous en avez parlé, où ça avance très vite. Mais nous, en France, on est encore un peu au tâtonnement. On est un petit peu timide encore, mais je pense que ça évolue. Je suis quand même très optimiste. Le problème, c'est que les enfants n'ont pas forcément le temps d'attendre. Mais les lignes sont en train de bouger et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et les émissions comme celle-ci y participent, je pense. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. C'est la fin déjà de cette émission. Donc sachez que l'Agence régionale de santé, PACA, organise donc avec le Centre ressources autisme de la région et l'appui du CREAI des sessions de formation et d'information gratuites donc sur l'autisme à la rentrée. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site qui s'affiche. Vous pourrez aussi nous retrouver donc sur Internet. Merci à tous donc d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur LCM. Bonne journée.